Bonsoir Céline Schmitt. Bonsoir. Vous êtes porte-parole en France du HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, en pleine polémique sur le pacte de Marrakech, sur l'immigration. Un autre pacte est passé quasiment inaperçu, c'est le pacte mondial pour les réfugiés. Il vient d'être signé en début de semaine. Le HCR a participé à sa rédaction. Alors, Céline Schmitt, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'il y a dedans, à quoi il va servir, quels sont ses objectifs ? Oui, alors l'objectif du pacte mondial sur les réfugiés, c'est pour améliorer la coopération internationale, pour trouver des solutions pour les réfugiés. C'est une décision qui a été prise en 2016 lors de la déclaration de New York, lorsque les États membres des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement pour la protection internationale, mais aussi leur volonté de trouver des solutions pour les migrations. Donc 2 pactes ont été discutés et ont été adoptés, un sur les migrations et un sur les réfugiés. Alors, le pacte justement sur les réfugiés prévoit entre autres une meilleure répartition des réfugiés, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas répartis de la même manière où que l'on soit. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre que 60% des réfugiés sont finalement concentrés dans 10 pays dans le monde. On va voir la carte justement de ces pays. Alors, on voit qu'il y a l'Ouganda, le Soudan, la Turquie, bien sûr. Finalement, ça va plutôt à l'encontre des idées reçues. Alors effectivement, l'objectif du pacte est un meilleur partage de responsabilités. Parce que oui, ce sont que quelques pays dans le monde qui accueillent la majorité des réfugiés. Ce sont principalement les pays voisins, des pays d'où fuient les réfugiés. On l'a vu sur la carte, mais il s'agit de la Turquie, il s'agit du Pakistan, il s'agit de l'Ouganda. Ce sont ces pays-là qui accueillent la plus grande partie des réfugiés et qui ont besoin en fait de cette coopération internationale, de cette aide, de moyens à la fois d'États, mais aussi d'autres acteurs. Concrètement, et en fait, comment vous allez les aider ? Et c'est cette nouveauté du pacte aussi qui prévoit en fait une approche de toute la société. Et c'est-à-dire aussi une implication du secteur privé, de ce qu'on appelle les acteurs de développement, des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, qui a déjà en fait créé un programme pour aider les pays les plus pauvres qui accueillent des réfugiés, pour qu'ils puissent à la fois faire face à leurs problèmes de développement, mais aussi aider les réfugiés. Donc concrètement, ça va être de l'aide dans le domaine de l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, pour améliorer la vie des réfugiés. En même temps, comment vous allez vous y prendre ? Parce que donc, ce pacte, il est non contraignant juridiquement. Est-ce que ça va être vraiment efficace ? Juste, on se souvient de cet été, des tergiversations des pays qui allaient accueillir les bateaux chargés de réfugiés, chacun attendant que l'autre pays voisin fasse le premier pas. Alors, qui Il existe en fait un cadre juridique international déjà qui est contraignant, c'est la Convention de Genève de 1951 pour la protection des réfugiés. Et ce pacte en fait vient compléter ce cadre juridique pour proposer en fait des mesures concrètes. Il est né quand même d'un engagement politique fort. Depuis 2016, il y a eu 2 ans de travaux qu'on a menés avec les États, avec, comme je le disais, le secteur privé. Et il y aura un suivi puisqu'il sera suivi en fait d'un forum mondial sur les réfugiés qui se réunira tous les 4 ans pour faire en fait le point sur les avancées, sur les mesures à prendre et les engagements des États et ce qui est nécessaire justement pour partager cette responsabilité. Et tout le monde n'a pas signé ce pacte. Les États-Unis, la Hongrie ne l'ont pas signé. Pourquoi ? Il y a une grande majorité des États quand même qui ont signé et c'est un engagement politique qui est fort quand même. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que dans sa mise en œuvre, en fait, on va voir les résultats concrets de... C'est vraiment pour améliorer en fait la coopération internationale. Vous le disiez, c'est pas contraignant, mais c'est vraiment pour donner des outils en fait pour que ce soit mieux géré et que ce soit mieux géré pour tous. Mais si les États-Unis ne signent pas, ce qui est le cas pour le moment, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'efficacité, par exemple, de cet accord ? Les États-Unis ont signé les conventions de Genève. Les États-Unis accueillent des réfugiés. Oui, notamment la frontière sud de leur pays avec le Mexique. C'est un grand partenaire du HCR depuis de nombreuses années. On continue la coopération également avec les États-Unis. Mais là, ils n'ont pas signé. Ce qui est important, ils n'ont pas signé ce pacte. Ça n'a aucune incidence, vous pensez, concrète ? Ce n'est pas un pacte qui est contraignant. On va le mettre en œuvre et on est vraiment positif et on pense vraiment qu'on peut arriver à des solutions vraiment concrètes pour améliorer le futur des réfugiés, mais aussi les sociétés qui les accueillent. Oui, est-ce que d'ailleurs ça va avoir des impacts, des conséquences très concrètes sur, je sais pas, la vie des Français, par exemple ?
Alors oui, on parlait des pays qui accueillent le plus de réfugiés dans le monde, mais le pacte peut être mis en œuvre ailleurs aussi. Et justement, en France, il y a aussi une implication de différents acteurs dans la société. On a vu des acteurs du secteur privé qui s'engageaient, mais aussi beaucoup de citoyens, des initiatives citoyennes. Il y a un passage dans le pacte aussi qui parle du sport et des organisations sportives qui s'impliquent. Et donc, effectivement, en France aussi, on travaille avec différents acteurs privés, des associations, des citoyens, pour améliorer l'accueil, pour trouver des solutions aussi pour l'avenir des réfugiés, mais surtout aussi pour créer cet échange, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un enrichissement des sociétés qui accueillent les réfugiés, et les réfugiés très souvent participent à innover, y compris dans les villes, et il ne faut pas oublier le rôle des villes. Alors, l'Aquarius, qui secourait des migrants en Méditerranée, a annoncé il y a quelques jours cesser définitivement ses activités. Comment est-ce que vous avez réagi ? Pour nous, la situation en Méditerranée est effectivement très compliquée. Le nombre de morts cette année a maintenant déplacé 2000 personnes. Donc ce sont maintenant plus de 2000 personnes qui ont perdu leur vie en essayant d'arriver en Europe, alors que le nombre total d'arrivées a diminué. Donc on continue notre appel aux États d'augmenter les capacités de sauvetage en mer. Et augmenter ces capacités de sauvetage en mer, c'est-à-dire que... Mais là, il n'y a plus d'Aquarius. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que, par exemple, le pacte dont on parle là, de l'ONU pourrait se substituer ? Est-ce que vous avez un système de sauvetage en mer qui est prévu ? Alors, il y a le sauvetage en mer qui est fait par les gardes-côtes des États. Il y a des obligations, là aussi, internationales qui existent justement sur sauver la vie de personnes en détresse. L'Aquarius a sauvé quand même 33 000 personnes en 2 ans. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tout à fait, il faut coopérer. Et effectivement, il faut que différents acteurs puissent intervenir, y compris les ONG, et on l'a répété. Il faut qu'il y ait une coopération, que les ONG puissent aussi apporter leur contribution pour sauver des vies, mais aussi les bateaux commerciaux. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait ensuite un mécanisme prévisible de débarquement. On l'a vu au cours de l'été dernier, les sauvetages qui avaient été effectués par différents bateaux donnaient lieu à des négociations de où est-ce que le bateau allait débarquer. Là, encore une fois, si la situation est gérée, s'il y a un mécanisme de débarquement prévisible qui est mis en place et une répartition au sein de l'Union européenne, c'est gérable. Justement, on parle de crise migratoire, vous disiez vous-même, ça a été ça a diminué ces dernières années. Et c'est vrai que concrètement, c'est bien de faire un point sur ces chiffres, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Alors, on allait regarder justement la réalité de ces chiffres. On va voir le graphique. Voilà, 1 million de personnes réfugiées en 2015 qui sont arrivées par la mer en Europe. 113 000, un peu plus de 113 000 en 2018. Donc, on voit bien là, pour le coup, qu'il y a près de 10 fois moins de migrants en 3 ans. Oui, on est arrivé à nouveau aux chiffres d'avant 2014. Et je pense que c'est important en fait de le montrer, effectivement, que le nombre de réfugiés qui arrivent et de migrants qui arrivent en Europe a vraiment baissé et que c'est une situation complètement gérable. Alors justement, on soutient à ces réfugiés. Vous parlez d'initiatives solidaires, citoyennes, locales. Il y a de nombreuses petites communes qui se sont organisées pour accueillir des réfugiés, comme par exemple un village dans le Puy-de-Dôme. Il s'appelle Pessa-Villeneuve. Il a accueilli des dizaines de personnes, notamment des enfants avec leur maman. Ils viennent pour beaucoup du Tchad. Toute la commune s'est organisée pour les accompagner. Mais il a fallu convaincre les habitants. Pas toujours facile. On va écouter le maire qui témoigne, le maire de Pessa-Villeneuve. Bien sûr, des critiques, j'ai continué à en avoir, des menaces, j'ai continué à en avoir, des lettres anonymes, voilà, des insultes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai 50 bénévoles qui sont là, prêts, mais alors motivés pour nous aider. Mes motivations, évidemment, c'est l'accueil le plus digne possible et le plus confortable possible pour des gens qui ont suffisamment souffert et qui ont traversé des choses qu'on ne peut même pas imaginer de l'endroit où on est. Voilà, des belles histoires, et en même temps, on peut comprendre les réticences de certains habitants qui voient arriver un centre de réfugiés, en tout cas s'organiser un centre de réfugiés au cœur de leur village. Oui, on a beaucoup suivi le travail de Gérard Dubois et des habitants, des volontaires de Pessa-Villeneuve, qui effectivement ont tenu en fait à montrer que non. Ça se passe bien, on s'enrichit et on voit que maintenant les craintes du début en fait ont disparu. Il y a beaucoup de volontaires qui se mobilisent et Gérard Dubois qui a commencé à accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile qui avaient été évacués de la jungle de Calais accueille maintenant des réfugiés réinstallés. Et vous me racontiez aussi qu'au HCR vous accompagnez aussi des mamans qui retrouvent leurs enfants qu'elles n'ont pas vus parfois
depuis des années, ça c'est aussi des retrouvailles très importantes. Exactement, on travaille sur les voies légales et la réunification familiale. Et effectivement, on suit des cas et on a eu de belles histoires en France dernièrement aussi, de mamans qui ont pu réfugier en France, qui ont pu retrouver leurs enfants qu'ils n'avaient pas vus parfois pendant des années parce que lors de la fuite, ils avaient été séparés et on a réussi à travailler ensemble pour concrétiser cette réunification familiale. Eh bien, merci. Merci Céline Schmitt, porte-parole enfance du HCR. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur l'affaire Carlos Ghosn. Nouveau rebondissement judiciaire pour le PDG de Renault qui fait l'objet d'un 3e mandat d'arrêt au Japon. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.